Donc, on avait décidé de terminer ces deux journées sur les rapports entre littérature, narration, dispositif médiatique. Donc, de terminer avec une table ronde où seraient réunis non seulement des universitaires qui pouvaient parler de ces rapports-là, mais des intervenants, des artistes, des gens qui y travaillent directement. Et donc, en fait, le titre de la table ronde, en fait, j'ai trouvé un titre c'est un peu bancal, je sais, c'est mobiliser les formes narratives, qui est une façon simplement de voir comment est-ce qu'à partir des dispositifs médiatiques, on parvient en fait à se servir, à déployer des structures narratives, quelles sont les contraintes, quelles sont les possibilités, comment ça se module, comment ça s'articule. Donc, pour partir cette table ronde, parce que l'objectif est quand même c'est que vous ayez vous-même des questions ou encore des interventions que vous puissiez faire. J'ai demandé en fait à 4 personnes de venir pendant 10 minutes pour chacune d'entre elles faire une intervention sur cette idée d'une mobilisation des formes narratives. Alors ce que je vais faire rapidement, c'est vous les présenter et je vais leur laisser la parole par la suite et après, donc, à peu près 40 minutes, donc nous reprendrons cette idée d'une table ronde. Donc la première intervention sera celle de Yannick Guéguin. Yannick Guéguin qui est architecte paysagiste, artiste en art sonore et numérique et designer. Il est en train d'une maîtrise en aménagement, en option design et complexité de l'Université de Montréal, d'une formation en architecture de paysage et art visuel au Centre de recherche d'espace sonore, l'École nationale supérieure du paysage de Versailles, l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy. Ses œuvres ont été exposées dans des lieux reconnus de l'art contemporain, sur le CIX, l'Agence Topo, d'art, Art souterrain, le Centre canadien d'architecture, Festival Éco-Fleuve, Electra, Praxis Art Actuel, Vertical, Maison des Arts de la Culture à Brompton, Futur en scène, ainsi que dans l'espace public. Boris Duboulet, le second intervenant, travaille la matière, ceux qui étaient là hier soir comprendront bien ce que je vais vous lire là, donc travaille la matière cinéma depuis 1987 dans des films argentiques, des vidéos, des films numériques et des créations multimédia hybrides. Il a travaillé 15 ans dans le grand groupe de publicité, a fondé en 2010 avec Gwenaël Plédran la filière chinoise, une agence positionnée entre art et design. Il produit des films dits fragiles avec la structure FilmCare et crée des spectacles multimédia pour Mots de Tête Compagnie. Il est également enseignant du diplôme supérieur des arts appliqués, design graphique et narration multimédia de Boulogne, où il enseigne la création multimédia, le print la création multimédia, print et digital. Il vient de commencer un doctorat en art plastique à l'Université d'Aix-Marseille sous la direction d'Anne Guyot. Il interroge la figure du face-à-face dans la vidéo contemporaine. Benoît Bordelot, actuellement le coordonnateur du développement de partenariat littérature québécoise mobile, pratique littéraire, d'écriture et de lecture en contexte numérique. Dans le passé, Benoît Bordelot a aussi œuvré, entre autres, en tant que coordonnateur de la Traversée. Depuis 2008, il a tenu plusieurs carnets en ligne, notamment Cerné, Notes de terrain et Lignes de fuite et Hochelag. Avec Victoria Welby en 2010, il a été l'un des instigateurs du chantier littéraire collectif Dérive. On peut retrouver l'essentiel de ses projets, de ses publications sur son site principal. Il a d'ailleurs fait paraître en 2012 un récit au détour de l'habitude dans la collection Éclat de la Traversée. Ensuite, immédiatement à ma gauche, Pierre Ménard, vit à Paris, actif sur le web depuis 2005 sous le nom de Pierre Ménard. Il crée le site Liminaire en 2009 qui devient son principal lieu de création. Il mène des ateliers d'écriture et de création numérique. Depuis 2010, il intervient en tant que maître de conférence à Sciences Po à Paris, où il anime des ateliers d'écriture numérique. Il travaille sur un projet d'application mobile, les lignes de désir, parmi ses principales publications, aux éditions Le Cartanier à Montréal, Le Spectre des Armatures en 2007, chez Publinet En avant en marge, dans la collection Temps réel, En un jour avec Esther Salmona en 2008, Deux temps, trois mouvements en 2010 et bien d'autres titres encore. Donc, en fait, je vous laisse la parole. Donc, on va commencer avec Yannick et puis nous rapprochons et on terminera avec. Alors, merci d'être là, merci pour l'invitation. Je vais vous présenter une série de travaux, ça va être assez simple. Je vais vous les présenter et puis au fond, il va y avoir beaucoup de petites démos de chaque travaux.
Alors j'ai tout un défi à suivre ça parce que c'est une vidéo en continu. Ok. Donc je suis artiste, architecte paysagiste. Donc là je vous présente un peu les outils que j'utilise pour me définir d'une certaine manière. Alors l'écrit est venu en fait dans le désir de créer des parcours sonores pour comprendre l'expérience urbaine et pour servir d'outil de design. Alors plusieurs théories m'ont inspiré, donc les théories de l'action située, notamment sur l'interaction, les modalisations, les affordances et la cognition distribuée. Et ce premier projet que je vais vous présenter est un peu à l'origine de ma pratique, un travail sur les ambiances, un travail sur les partitions comme forme de parcours et une caractérisation des effets sonores qui sont traduits en fait en musique. Alors le désir était de créer un nouvel outil pour les designers d'une certaine manière. Le dessin en haut, c'est un système que j'ai développé de caractérisation des effets. Alors je m'intéresse aussi aux dimensions sociales. Donc le vécu subjectif, la façon d'appréhender l'espace et le point de vue subjectif sur l'espace. Le projet que je vais vous présenter après donc, le point de vue de femmes handicapées. Et c'est un projet autour de l'UQAM en fait. Donc ce sera intéressant si vous avez l'occasion de le faire. En fait, lorsque j'ai un poste, un luxe, ma canne, c'est vraiment pour détecter les obstacles. C'est jamais sans elle. Ce que je vois, en fait, c'est des ombres, un petit peu. Il y a des gens qui bougent. On va prendre tranquillement en diagonale par le petit chemin qui mène à l'arrière de l'église. Le chemin sous les arbres. Ah oui, c'est comme un feuillu, avec la forme, c'est ça? Je ne peux pas dire quelle sorte d'arbre. Ah, ici, les bandes de béton qui nous orientent, mais qui peuvent aussi nous faire trébucher. Là, je sais que c'est une surface de ciment. Ici, là, partout. Comme là, on vient de passer la petite bande. Je la ressens bien dans les jambes. Mais là, je sais qu'il y a quelque chose ici. Je vois des ombres. Là, il y a une structure droite. Ah, c'est beau, ça. C'est merveilleux. Alors c'est toujours des parcours à faire au casque avec un baladeur et donc de rentrer dans la peau du personnage. J'ai travaillé aussi sur des promenades littéraires qui sont des interprétations de romans, dont le roman Hélier, fils des bois de Marie Lefranc, donc qui présente une vision poétique du lac et de la forêt. La barque coupait la vague avec un crapatement rauque et irrité. Il fallait se garder de rompre les ciseaux. Il tombait en une goutte d'une longueur sans fin du ciel. Alors j'ai travaillé sur différentes formes de parcours et ce sera difficile de les montrer tous, mais ça peut être des parcours linéaires, des parcours circulaires à plusieurs entrées, aller-retour, et donc qui induisent des formes de narration différentes. Dans les extraits suivants, je mélange un peu différentes formes de différents parcours. Et c'est des récits soit à la première personne, soit à plusieurs voix, mais ils ont chacun des spécificités. Là, le premier, c'est un parcours en autobus. Au centre de la route, nous pouvons estimer nos distances ponctuellement. En fixant les lampadaires, nous avons une meilleure perception de notre vitesse. On a juste à les regarder défiler. Je sens venir les voitures. Une masse sonore qui m'empêche d'entendre autre chose. Ça vient juste d'un côté, comme un mur sonore. J'observe. Sur le haut de la tour, la chaleur de la fournaise fait fondre le plomb. Le plomb passe à travers le tamis avec ses ouvertures de différentes grandeurs. Le plomb tombe au bas de la tour, des gouttelettes se forment
en se figeant dans le bassin. Au bas de la ville, ma main glisse le long de la grille. Dans la descente, effet des crescendos sonores. Alors, j'ai travaillé aussi sur un parcours qui utilise des données, notamment des données météo. Donc, qui utilise par exemple la vitesse du vent, donc, sur le principe de l'échelle de Beaufort. Et selon la vitesse du vent, en fait, la narration est différente pour un même point sonore. Donc, les figures de style ont été utilisées, par exemple. Le journal couleur s'ouvrant page après page, froissement après l'autre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour un vent plus fort. Tous les papiers prennent leur envol. Les glacés, quadrillés, mâchés, gaufrés, écoliers, vergers recyclés, cirés, cartons, timbrés, moirins, porcelain, frisés, salés, lait, petits grains, vélo, carbone, parchemin, calque, papier, peint, serpent, Bible, les cartons, velure, ménage, feuilletons de luxe, à musique, hygiénique, à en-tête, à lettres, filtre, pergamine. Puis de parcours synchronisés, je suis passé à des parcours géolocalisés. Donc au fond où c'est la position GPS qui déclenche le son. Et donc j'ai expérimenté aussi des systèmes de trames de points où le texte est spatialisé dans l'espace, distribué, et les récits peuvent être multiples. Alors, c'est un extrait juste sonore, mais au fond c'est aussi la même chose pour la narration. Mais ça pose aussi la question des fragments de phrases et dans quel sens on les écoute qui peuvent créer différents sens. Et donc une autre forme d'interface, de trame de points, donc où on est immergé dans cette trame et selon notre déplacement, au fond, différents sens se déclenchent, mais qui peuvent être différents d'une personne à l'autre. Après avoir travaillé sur le contenu, j'ai travaillé plus sur les interfaces. Et une première interface qui utilise le gyroscope de la tablette mobile. Et au fond, où l'auditeur peut tourner la tablette pour écouter chaque pic, en fait, c'est un son. Donc, qui peut créer son récit en bougeant, en fait, la tablette. Donc, ça peut être, c'est un projet en développement, mais ça peut être aussi d'écouter des récits contradictoires qu'on peut découvrir au fur et à mesure, ou construire un récit différent à chaque fois, selon la façon dont on tourne la sphère. J'ai aussi travaillé sur un projet tactile qui se base sur la représentation du mouvement, donc sur les effets parallaxes, donc les différents plans dans l'espace, et l'idée du panoramique qu'on peut zoomer aussi. L'idée étant au fond d'explorer la ville. Il y a du son aussi, mais je ne l'ai pas mis ici. Mais on peut explorer la ville et puis la modifier au fond. Ça, c'était un projet pour une nouvelle bibliothèque où on invitait les gens à redessiner une nouvelle bibliothèque. Puis le dernier projet, au fond, c'est un projet qui utilise juste le microphone du téléphone et au fond qui enregistre juste les sons autour de nous et qui les modifie en ajoutant de la résonance. Et donc on peut jouer avec la réalité, jouer avec les objets, où il y a un délai au fond à chaque fois qu'on bouge un objet. Donc c'est un projet au fond qui se base réellement sur la réalité. Ça, c'est une vidéo plus sur c'est une résidence dans les Açores. Mais c'est vraiment l'idée de l'acoustique d'un lieu en fait. Et ça joue là-dessus.
Alors ce dernier projet, c'est plus au fond d'ajouter quelque chose à la réalité, mais c'est de jouer vraiment avec la réalité en créant des effets. Et au fond, l'auditeur est celui qui va créer le contenu. Donc voilà, je vous remercie. Boris? Prochaine, ouais. Alors pareil, je voulais juste remercier le Labo NT2 de m'avoir invité. D'autant que très souvent je parle du labo à mes étudiants, donc voilà, je pense que ça me fait très plaisir d'être là et puis du coup de leur dire comment ça se passe en vrai, à force d'avoir vu très souvent vos travaux sur le web. C'est aussi la première fois que j'interviens dans un cadre universitaire, donc évidemment c'est du stress. Et comme Yann a dit hier qu'on avait le droit de bafouiller, je suis rassuré. Mais comme il a dit aussi que quand un auteur prenait la parole, c'était catastrophique, je ne suis pas vraiment rassuré. Et d'ailleurs, ce côté « je suis rassuré »,« je ne suis pas rassuré », ça fait pas mal partie de mon travail, comme peut-être on va le voir. C'est des réflexions en cours qui font partie de mon doctorat, c'est encore, j'en suis au tout début, du coup j'espère que vous serez indulgents pour les failles et les déséquilibres. Sur cette question du coup des pratiques numériques, du côté des écrivains, moi ce que j'avais envie de faire, c'est pour ça c'était un peu l'objet de ma venue, c'était de faire une inversion et de partir de ma pratique, qui est une pratique de cinéaste, puisque à la base je suis cinéaste, et de voir qu'avec les outils numériques, je suis arrivé à l'écriture. Donc c'est devenu une écriture de cinéma. Et c'est à travers quelques projets que je vais vous montrer que je vais essayer de vous en parler un petit peu. Alors évidemment, écriture de cinéma, je ne parle pas du tout des rapports avec la littérature. Par exemple, tout ce que fait Jean-Louis Letras, pour moi, ça n'a rien à voir. C'est ni du côté du scénario, au niveau des processus de création, ou au niveau de la critique. Non, c'est vraiment l'idée d'essayer de trouver une écriture qui serait film, justement dans les ressources numériques, et particulièrement pour moi, par rapport à l'HTML. C'est un retour à l'écriture aussi, parce que pour moi, l'écriture a toujours été au cœur de la façon dont je travaille. Seulement, on va dire que par rapport à l'écriture, je suis passé d'une écriture qui était souterraine, c'est-à-dire préparatoire, parfois je dis incantatoire, c'est l'idée de se préparer pour filmer. C'est l'idée pour moi que le cinéma, ça doit se faire dehors, c'est lié aux éléments, au vent, au soleil, à la lumière, etc. À une écriture exposée, où le texte lui-même devient exposé, et que l'écriture devient film en étant justement des morceaux exposés. Alors je voudrais juste citer Jean Cocteau, une phrase que j'aime bien. Il dit « J'écris sur une table en pleine campagne ». Ça c'est dans ses journaux de tournage. Et à mon sens, j'ai l'impression d'être devenu justement un cinéaste à ma table de travail. C'est-à-dire que je suis sorti du cinéma dehors à un cinéma d'écriture, avec une posture d'écriture à une table de travail. Alors pour rentrer un peu plus concrètement dans les exemples, ça marche. Donc ça c'est un projet qui est assez vieux, que j'ai initié en 98 quand j'ai appris à coder en HTML, qui s'appelle Explication de texte. Là pour moi c'est la première fois où je deviens cinéaste assis, c'est-à-dire à table, où je fais et je commence à faire des propositions où j'assemble un certain nombre de choses. L'idée, c'était justement, à partir d'une écriture qui était plus souterraine, arriver à une écriture exposée, c'est-à-dire d'exposer carrément le texte. Ce texte-là, c'était un texte qui n'est pas littéraire, c'est un texte, moi j'avais l'habitude de dire c'est un texte moyen, c'est-à-dire que c'est un peu en écriture automatique. Et le principe, c'était qu'en fait, certains mots étaient hyper liés, c'était l'hypertexte, et ça affichait un certain nombre d'associations que je faisais à partir du mot. Et pareil, c'était toujours assez lié à de l'improvisation, même si c'était de l'écriture. Voilà, c'est-à-dire que si je pensais à pourquoi j'avais écrit verte, je commençais à écrire un certain nombre de choses vertes comme les années 70. Pour moi, les années 70 sont vertes. Je crois même que j'en parle dans le film qu'on a vu hier, etc., etc. Et au fur et à mesure se déployait autour du texte un certain nombre d'explications dans des frames. À l'époque, c'était des frames, et je crois qu'il y en a 16. Voilà. Et on voit d'ailleurs, à l'époque, ça prenait tout l'écran, et on voit l'évolution du coup de taille d'écran sur une quinzaine d'années.
Alors, je ne sais plus qui a dit tout à l'heure une idée de plaisir par rapport à ça, mais c'est vrai que pour moi, il y avait une certaine libération de pouvoir procéder de cette manière-là, et presque une joie à exposer le texte, qui était assez fondateur pour moi sur ce début de travaux. Par rapport au cinéma, pour moi, cette idée-là, ça reste quand même cette idée d'un long plan fixe, même si c'est une explication et même s'il y a en fait, c'est l'idée que ça soit une explication qui aurait dû être sans fin, même si elle ne l'est pas, c'est cette idée justement de contemplation et de plan fixe et de longueur par rapport à ça. Je dis aussi parfois que c'est une forme narrative où le monde n'est plus visé, mais il est au cœur d'une écriture incessante. J'ai parlé d'un deuxième projet qui s'appelle I Disappear. Alors c'est une photo de mon visage, comme un gros plan de cinéma, qui est divisé en 20 000 pixels. Et ces 20 000, en fait, quand je fais ce cycle-là, en 2004, c'est le nombre de jours que je peux imaginer qu'il me reste à vivre. C'est-à-dire que 20 000, ça fait 54 ans. Et du coup, je me suis mis arbitrairement voilà, une deadline un peu lointaine pour me rassurer à 88 ans. Et du coup, je travaille à partir de ça et je fais un site où je transforme les 20 000 pixels de la photo en 20 000 cellules HTML. Et je lance en fait un programme quotidien qui chaque jour va mettre un pixel à blanc. On voit le premier, là je crois que c'était 23 septembre 2004, c'est un pixel aléatoire. Et ça me donnait la valeur d'un jour. D'accord ? C'est-à-dire que tout d'un coup je me disais, ah en fait, un jour dans ces 20 000 jours et ces 54 ans, quand je dis 54 ans ça me paraît, je me dis j'ai le temps, quand je voyais tout d'un coup la tête du pixel, ça me donnait une autre impression. Et l'idée, c'est qu'évidemment, le visage disparaît, va se mettre à blanc au fur et à mesure des 54 ans, si je vais jusqu'au bout. Donc, ça, c'est 9 jours après. On a quelques pixels qui commencent à blanchir. Et ça, c'est une année. Voilà. Donc, on a la représentation d'une année. Et voilà, je trouve que ça donne un poids au jour et que je trouve que c'est assez motivant pour se lever le matin pour faire des choses. Ça, c'est aujourd'hui. Voilà, c'était il y a quelques jours, je l'ai fait le 19 mai. Bon, il y a quand même du temps qui est passé. Voilà. Pour moi, c'est un processus en mouvement, c'est comme un film, c'est une écriture de la vie qui est toujours déceptive et qui travaille un peu ce lieu commun que le temps passe et qu'on ne voit pas passer, puisqu'en fait, on ne peut pas revenir en arrière, je ne donne pas accès aux archives. Alors, moi, je les ai, ces archives, parce que voilà, je peux vous les montrer, je peux même, c'est toujours le problème numérique, je peux même régénérer le processus, etc. Mais en fait, en ligne, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, on voit que ça bouge, on voit que c'est en mouvement, c'est le temps qui passe, mais à chaque fois qu'on y va, on a quelque chose de fixe. On est incapable de déceler où est le nouveau pixel qui a disparu, et en même temps, voilà, si on revient dans un an, on aura quand même cette perception qu'il y a plus de blanc, etc. Voilà, pour moi, c'est vraiment cette idée d'essayer de travailler une écriture incessante, et je voudrais juste montrer la source, c'est-à-dire que la source de ce fichier-là, en fait, c'est justement ces 20 000 lignes là, que vous voyez qui commencent, c'est des cellules, hein, c'est des TD, c'est vraiment de l'HTML à l'ancienne. On voit qu'elles commencent à se déployer. Voilà, hop, hop, hop. Alors, ça, c'est pas que c'est mal rangé, mais c'est que c'est une colonne. Et on voit d'ailleurs que chaque cellule correspond à une couleur, et de plus en plus, il y a du blanc. Il y a des FFFF qui sont des cellules mises à blanc. Et pour moi, j'aimais bien, visuellement, pour moi, c'était carrément une écriture. C'est ça qui m'intéressait. C'était déjà une dizaine d'années, mais c'était de travailler l'HTML comme une écriture. Et on voit là que, quand même, il y a des lignes. Donc, je vais peut-être y aller avec l'ascenseur.
Non, je n'arrive pas avec l'ascenseur, mais peu importe. Vous voyez l'idée. Et c'était une autre chose qui, moi, m'intéressait, c'était comment on allait maintenir un dispositif pendant 54 ans. Parce qu'en en fait, à l'époque, on était tout à fait aux limites de ce que pouvaient faire des navigateurs. C'est-à-dire que le fichier pesait du coup 1 méga, ce qui à l'époque, quand on a lancé le site, on a fait planter le serveur, parce qu'il a suffi que, je sais pas moi, une dizaine de personnes se connectent et c'était complètement HS. Aujourd'hui, il n'y a évidemment plus de problème, mais en même temps, c'est une manière de développer qui est un petit peu ancienne. Et avec Florent Bourgeois qui développe ce site, on va le refaire, et notamment en utilisant la balise Canvas en HTML5 et de basculer la matrice côté serveur. Peu importe, c'est pas l'enjeu, mais cette idée justement qu'il y ait une écriture qui soit toujours aussi en mouvement dans la maintenance et dans le développement, c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse pas mal. Je voudrais juste maintenant, avant de terminer sur un dernier projet, dire ce qui pour moi est en jeu dans ces projets. C'est l'idée que pour moi le cinéma cherche à approcher la vie. Il n'y arrive pas, évidemment. Mais enfin, en tout cas, il essaye. Et ce que j'essaye de faire avec ces écritures numériques, c'est la même chose, c'est d'essayer d'approcher la vie. Et cette façon d'approcher la vie, j'essaye de l'interroger avec un auteur qui, moi, m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Michel Henry, qui parle d'une donation sans distance, d'une donation de la vie sans distance, donc il emploie le terme de vie archi-révélée, où la vie elle-même, avant même sa phénoménalité, on en a la perception, ce qui est quelque chose de particulièrement difficile à penser, qui est même une certaine aporie. Je pense aux travaux de Sébastien Laoureux en Belgique, qui a écrit un livre qui s'appelle L'immanence à la limite, parce que c'est le vrai enjeu de Michel Henry, même si plein de gens l'ont critiqué par ailleurs, mais ce n'est pas l'objet là. Ce qui m'intéresse par rapport à ça, cette difficulté-là, c'est la manière dont lui essaye de trouver une écriture incessante où il dit la vie est, la vie n'est pas, la vie est, la vie n'est pas, etc. etc. Et moi, dans les écritures numériques, il m'a semblé que c'était une manière d'essayer d'approcher cette manière d'écrire qui me paraissait assez pertinente et que du coup j'essaye de faire. Donc, juste pour dire ça, j'ai l'impression d'essayer de traquer la vie. Je le fais de deux manières, de façon plus classique avec le cinéma, plutôt dans des figures de reconnaissance ou de face à face, qui est un des enjeux de mon doctorat. Et je le fais aussi dans de l'écriture HTML, où, pour résumer, je dirais que l'écriture devient la matière centrale, l'écriture devient exposée, de façon concrète, par exemple avec un texte à l'écran. L'écriture est à la table, dans une position d'écrivain. Et l'écriture est modulaire, toujours transformable, manipulable, en perpétuel mouvement. Et l'écriture est accompagnée d'un code source, c'est-à-dire que la vie est en surface et la vie n'est pas en code source. Ou inversement. Voilà. J'ai juste encore 2 minutes. Une. Ok. Alors très rapidement. Voilà. Hier soir, vous avez vu un film qui s'appelle J'ai un problème avec France Gall. Si j'avais un problème qu'avec France Gall, ça irait, mais en tout cas avec elle, j'en ai un. C'est un film. En fait, ça fait partie d'un projet qui s'appelle Un film écrit, qui est un projet qui est en cours, qui n'est jamais vraiment terminé. Alors, c'est un projet qui est très hybride par ses contenus. Il y a des textes, des images, des sons, des films, par ses formes. Il y a des supports existants comme Calameo. Il y a je réutilise à l'intérieur des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. ou les services genre Google Maps. C'est une écriture. Alors, si vous allez en ce moment sur... le site est pas mal en travaux parce que je le prépare pour... il va être présenté au Festival des Files, c'est le Festival des langages électroniques à Rio cet été. Et c'est ça ce qui m'intéresse, c'est l'idée que ce soit une écriture, comme une hypothèse d'écriture qui est toujours en mouvement. Par exemple, là je pensais à... c'est comme les mèmes d'Internet ou des détournements où on voit Maurice Dumoulet confond fourchette et courgette. Ou... voilà, on le voit un peu mieux. Où Maurice Dumoulet prend le goûter avec bon papa et bonne maman. Où Maurice Dumoulet a déféqué dans son short en laine sur le retour de l'école.
Voilà, donc l'idée c'était d'essayer de travailler sur des choses comme ça détournées et qu'il y ait beaucoup de choses différentes. Il y a aussi, j'ai un problème avec France Gall, mais je ne vais pas y revenir dessus parce que vous l'avez vu, enfin pour certains, ou encore une fois, et pour terminer, une écriture qui est dans le code source, c'est-à-dire où là je mélange en fait des balises, je mélange de l'écriture réelle, je mélange des fausses balises. Ce que je pourrais dire là par exemple comme si c'était du JavaScript, on a oppression poitrine 9, indice confiance 805, seuil tolérance 210 pixels. Voilà, donc là on est effectivement dans un mixte de code source et d'écriture réelle. Voilà, donc juste pour dire un mot de conclusion, un film écrit pour moi c'est quelque chose qui est modulaire, qui travaille l'incessance dans une forme qui ne peut être finie puisqu'elle cherche à traquer la vie, une vie qui joue du vrai et du faux à partir de la mienne. C'est une œuvre tout à fait écrite à ma table de travail, qui est en même temps un film qui tente de décrire la vie en vain dans une transmission vers ma fille. Voilà. Merci. Benoît? Oui, on va juste changer de place. Je vais peut-être projeter les sites dont il sera question, ça va vous donner quelques repères visuels. Donc voilà, je vais essayer d'être le plus concis possible parce que je sais que la fatigue commence à rentrer dans le corps à tout le monde. Google Chrome. Alors, ce que je compte faire aujourd'hui, c'est tout simplement vous présenter mon parcours d'écriture, en fait, qui est très très lié au territoire, tant d'un point de vue individuel que collectif. Et donc, on va retourner en 2008 avec une vieille chose qui s'appelle Cerné. C'est une époque où je dormais pas beaucoup, je faisais mon bac à temps plein. Et puis, j'ai commencé à suivre en fait mes cours, j'étais très assidu. Et puis, ça a donné que lors d'une même session universitaire, bien, j'ai suivi le cours d'Alice Van Der Klee, Littérature et Nouvelles Technologies, ainsi que le séminaire d'André Carpentier qui portait sur les écrivains déambulateurs. Alors, deux révélations. D'une part, on pouvait s'intéresser à la ville d'un point de vue littéraire. Bon, venant d'un petit village, ça m'avait jamais effleuré l'esprit que ça pouvait être intéressant. Et puis, d'un autre côté, bon, je découvrais la littérature numérique. Alors, je me suis dit, pourquoi pas mettre ces deux choses-là ensemble, voyons comment ça réagit et voyons qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et donc, j'ai ouvert Cerné, qui témoignait en fait de mon rapport à mon quartier d'adoption, Hochelaga Maisonneuve. Donc, ce blog-là était destiné justement à produire un mémoire en création qui a ensuite donné un livre. Et donc, c'est principalement des textes relativement finis qu'on trouve là. La photographie est vraiment pas excellente parce que, bon, je pensais que c'était cool de trafiquer des photos et puis de donner un aspect flouté, etc. Mais bon, la photographie était très accessoire, c'était très axé sur le texte. Le mémoire se termine et je passe à un autre chantier d'écriture, donc ça s'appelle Notes de terrain et ligne de fuite. Je change aussi de plateforme. Je vais sur Tumblr parce que j'aimais l'aspect très disparate. Je n'avais pas nécessairement de projet d'écriture en cours très défini. Alors je me suis dit, ben, aussi bien accumuler des choses, me donner un espace vide à remplir et puis voyons ce que ça peut donner. Chose et d'autres, ma vie de papa a commencé à ce moment-là. Alors, j'ai commencé à écrire de plus en plus, des textes de plus en plus brefs. Alors, je me suis tourné vers... Non, mais il faut avouer qu'il y a un aspect pratique à l'écriture fragmentaire. On écrit quand on a le temps. Et puis, je me suis tourné un peu plus vers la photographie. Donc, voilà. Donc, il y a certaines séries, en fait, de photos qui sont prises dans le métro de Montréal. C'est devenu une écriture un peu très, très, très fragmentaire. J'ai commencé à investir Twitter à peu près au même moment. Et puis ça, j'ai remarqué en fait que ma façon de mémoriser des scènes, c'était plutôt par le biais des photographies que mes carnets papier que je gardais dans ma poche, que je perdais constamment, etc. Alors, ça m'a permis en fait de développer mon œil photographique. Et là, je suis certain que vous allez me poser des questions sur le droit à l'image. Non, je n'ai pas demandé le droit à l'image pour ces photographies de personnes-là. Mais je pense que ça témoigne aussi de mon état d'esprit à l'époque, à savoir, je suis pris à développer un projet de thèse. J'ai aucune espèce d'idée où je m'en vais. Je ne dors pas parce que je me réveille constamment la nuit. Et donc, ce que je remarque en fait aujourd'hui en regardant les photographies que j'ai prises à cette époque-là, c'est que ça témoigne d'une
grande solitude, en fait, alors que dans les transports collectifs, notamment. Et donc, pendant que je me cherchais un projet, ou des projets d'écriture, bien, il y a Victoria Welby, qui est une avatar et sémiologue, qui lance une invitation sur l'un de ses blogs, qui dit, sur son site en fait, maintenant il tient un blog, en tout cas c'est plus clair, comme bon, nos plateformes changent et ça pose plein de problèmes pour Marcello et compagnie. Et donc Victoria Welby lance une invitation sur son blog, elle cherche à collaborer, et donc je lui propose à cette époque-là de témoigner tout simplement de notre rapport à nos quartiers respectifs, et puis ça a donné lieu à un échange épistolaire d'abord. Donc ce projet-là, maintenant, on l'appelle Dérive. Ça a commencé en 2010. On pensait que ça pouvait durer peut-être 3-4 mois, mais ça dure encore. Et donc, c'est ça, un projet qui dure bientôt 7 ans. Sur le web, bon, ça commence à valoir quelque chose, j'ai l'impression. Et donc, voilà. Donc, c'est à partir de ce moment-là que mon espace, mon atelier d'écriture personnel est devenu un atelier collectif aussi, parce que les contributions en fait des dérives étaient non pas archivées sur un site à part, mais bel et bien sur nos sites respectifs. Et donc, on essayait de témoigner en fait du projet et de son évolution, notamment à travers Twitter. Donc, c'était hyper fragmentaire, assez dur à suivre, et aujourd'hui, ça l'est encore plus. Quoique, en ayant supprimé certaines parties du projet, c'est moins... voilà, ça demande moins de temps, sauf pour Enrico, qui panique un peu de son côté. Alors, bon, vient ce moment où j'ai un projet de thèse qui porte sur les représentations de Hochelaga, et puis, on s'en va maintenant vers Hochelag. Pour la petite histoire, c'est pas parce que je suis un Unicamien que j'appelle Hochelaga Maisonneuve Hochelag. C'est juste que la hoche, c'est toujours ce qu'on reporte. En fait, c'est la petite marque qu'on laisse sur l'ardoise à l'épicerie pour reporter le paiement à demain. Donc, voilà, et, comme c'est une pratique de flâneur, ben voilà, j'aime reporter les choses à demain. Et puis, élag, parce que bon, c'est toujours ces fragments-là, ces photographies-là, des prélèvements, en fait, des captures de moments vécus dans mon quartier d'adoption, qui est devenu, par la force des choses, mon quartier d'habitude, mon lieu de vie et même mon espace mental. Et donc, je dirais que j'habite encore à Hochelaga, même si je n'y habite plus physiquement. Et puis bon, ça a redonné un autre projet qui est en cours et sur lequel je me casse les dents. Et donc, ce qu'on retrouve dans cet espace-là, c'est à la fois des citations qui proviennent d'œuvres traitant du quartier Hochelaga ou qui ont Hochelaga pour sujet ou comme décor. On a des citations qui portent sur la ville en général, sur la démarche de l'écrivain flâneur, déambulateur, on l'appelle comme on veut, bien qu'il y ait des nuances. Et donc, ça a été pour moi une façon d'organiser en fait mon travail de thésard. Bien que ça paraisse pas trop, parce que c'est complètement, complètement fragmentaire, disparate, etc. Mais c'est les coulisses d'un travail de réflexion qui n'est pas nécessairement mis de l'avant dans cet espace-là. Et donc, le projet Dérive, évidemment, contamine encore ce lieu-là de temps en temps. Et avec le temps, bon, Dérive commence à être un peu plus connu, et il y a une collègue et amie, Myriam Marcel-Bergeron, pour la nommer, qui me dit « j'aimerais ça contribuer au projet avec des billets de blog, mais j'ai pas d'espace pour écrire. » Alors je lui ai dit « bon, regarde, t'habites dans Hochelaga, je vais te créer un compte sur Hochelag, et là, à partir de ce moment-là, mon atelier d'écriture personnelle est devenu véritablement un espace de travail qui m'appartenait pas à moi seulement. » Et donc, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça ajoutait une autre couleur, ça me faisait sortir un peu de mon monde, ça me faisait sortir de mes habitudes, ça me donnait d'autres repères aussi, un autre regard sur le quartier. Et puis, bon, la thèse finit, parce qu'un jour, ça finit. Pour rassurer Boris, ça finit un jour. Et puis, bon, je déménage sur le plateau pour toutes sortes de raisons, et puis je me dis, on va recommencer la même chose. On va se créer un espace de déambulation où je vais traiter de mon rapport au plateau, et puis là, merde, j'y arrive pas. Je n'arrive pas à trouver de repères dans ce quartier-là qui est fondamentalement différent de Hochelaga Maisonneuve, et ce qui au départ était des tentatives d'ancrage dans le lieu a bifurqué en projet de fiction. Et donc c'est devenu en fait,
il y a une dame, en fait, que je croise. Donc, il y a un petit fond de déambulation, puis de flânerie, puis d'observation des gens du quartier qui est présent, mais c'est pas nécessairement mis de l'avant. Et donc, il y a ce personnage-là que je croise de temps en temps. Ce personnage-là est un peu tout le monde et personne. C'est donc une dame d'un âge X qui, vraisemblablement, s'en va sur ses derniers jours. Donc, c'est plutôt une réflexion sur le deuil, la perte des moyens qui est mis de l'avant sur ce côté-là. Et donc, ça concorde avec le deuil que je dois faire d'un quartier d'une certaine façon. Je crois que je suis encore en train de cuver ça. Mais bon, ça, c'est mes propres bébites. Et puis, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai pas encore touché? En fait, territoire. Je me suis dit, je pourrais traiter du quartier d'enfance. Alors, j'ai décidé d'ouvrir Vournoussage. Vournousser, en passant, c'est un petit terme qu'on utilise en Outaouais pour dire fouiner, flâner, etc. Mais bon, il semble que ce soit pas très répandu. Alors, Vournoussage.wordpress.com, vous aurez compris qu'il y a un petit environnement, un petit écosystème de blog qui se crée. Donc, ça porte sur... C'est une vraie affiche de la 148 qui, malheureusement, n'existe plus. Et donc, j'ai décidé, en fait, oui, c'est assez merveilleux. J'ai décidé de témoigner, en fait, par des courts récits, des nouvelles. Du moins, ça devait être ça à la base. C'était de témoigner, en fait, d'anecdotes de mon enfance par le biais de nouvelles. Par contre, et c'est là où il y a un certain conflit, en fait, avec l'archive qui vient faire bifurquer le projet, ma grand-mère m'a donné, en fait, des documents d'archives qui traitent en fait, c'est des actes notariés, des photographies, etc., qui traitent, en fait, des terres de mes grands-parents, en fait. Donc, il y a des documents qui remontent à 1878. Et donc, là, je suis en train de métaboliser tous ces documents-là. Je suis en train de me demander, bon, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Et puis là, bon, je suis bloqué au plan d'écriture parce que j'essaie de voir comment est-ce que je peux traiter du territoire dans ce blog-là. Et puis justement, témoigner d'un territoire, finalement, que je connais pas vraiment. Parce qu'à l'époque, j'avais pas les mots pour le nommer. On m'a pas donné les mots, en fait. Puis je réalise que c'est un espace qui était parsemé de frontières. Il y avait beaucoup d'interdits, etc. Et donc, le travail que je suis en train de faire avec ces archives-là, c'est justement de transgresser ces frontières-là qui nous étaient imposées à mon grand frère et moi quand on était enfants. Donc là, par la force des choses, c'est un paquet de blogs qui traitent du territoire. Je sais qu'on doit terminer. Je vais boucler puis je vais vous donner une petite perspective sur pourquoi je vous parle de ça. Je suis en train, en fait, de retisser des liens entre Hochelag, Le Platte et puis Vournoussage. Ne serait-ce que pour donner, en fait, des nouveaux parcours de lecture, parce que finalement, ça traite, grosso modo, de la même chose. Ça traite d'une certaine forme de préservation. Au sens où c'est des lieux que j'ai perdus ou des lieux que je croyais être en mesure de posséder d'une certaine façon, des lieux que je croyais être capable de m'approprier, mais que j'arrive pas, ou bien parce que j'ai pas les mots, ou bien parce que mon quotidien me le permet pas. Et donc, ça pose pour moi un peu la question de l'habiter. Bon, dans le titre de ma petite présentation, c'était « Avoir lieu entre la flânerie et l'archive ». Mais avoir lieu, je le prends de deux façons différentes. Avoir lieu, avec un trait d'union, donc un lieu qu'on possède, qui est à soi. Mais ce que je comprends bien, en fait, avec le travail que je fais depuis bientôt une dizaine d'années sur le web, c'est que le lieu est toujours fuyant. C'est pas pour rien que je travaille dans un espace de flux. Et donc, cet avoir lieu-là est plutôt, en fait, de l'ordre de l'événementiel. Le lieu se manifeste, c'est avoir lieu en tant qu'événement. Voilà, ça s'est passé. À tel moment, j'ai réussi à mettre le doigt sur quelque chose qui semblait justement me surprendre dans mon observation du quotidien ou un surgissement de la mémoire. Et ça se traduit peut-être de façon plus manifeste sur Twitter. Bon, si vous allez faire une petite recherche pour le hashtag dérive, vous allez voir, bon, il y a Victoria Welby, Alice Van Der Klee, moi-même, Yann Saint-Onge qui est ici, qui participe au projet Dérive. C'est des moments, en fait, qui sont observés dans Montréal ou ailleurs, justement témoignent d'une surprise ou d'une profonde banalité de la vie urbaine, mais qui sont justement des traces de notre attention. Et une attention qui n'a pas de... Comment dire, ça se situe toujours dans un milieu. Voilà, c'est passé, ce n'est pas une
finalité. On ne cherche pas, en fait, justement, avec ce projet-là, à arriver avec un livre, même si on a un peu ce fantasme-là, le projet Dérive. C'est beaucoup trop dispersé, en figer la forme. Ça viendrait tuer le projet lui-même. Donc, c'est pour ça qu'au fur et à mesure que le projet progresse, qu'on investit des nouvelles plateformes d'écriture, qu'on utilise des nouveaux dispositifs, on efface les traces au fur et à mesure. Mais par chance pour nos amis universitaires, on avertit avant d'effacer les traces. Alors, voilà. On pourra en fait revenir sur des trucs pendant la discussion, mais voilà, j'espère que ça fait du sens. Donc moi, je vais aller un peu dans ton sens, mais au lieu de parler de ce terme d'avoir lieu, ça sera plutôt au lieu de se souvenir, en fait. Et donc, je vais un peu parler de déambulation. Mon intervention devait s'appeler Pas de marche, pas d'œuvre, espace à explorer, parcours de lecture et imaginaire mobilisé. Dans ce titre, il y avait une référence à Amish Fulton. Depuis mon arrivée à Montréal, j'ai beaucoup marché. J'ai pas mal arpenté les rues, j'ai fait des photographies. Il y a une chose qui m'a beaucoup étonné, j'aurais pu la connaître avant d'arriver, si je m'étais un peu plus documenté, c'est qu'ici vous avez une ville souterraine. Et ça, c'est pour quelqu'un qui arpente beaucoup Street View, c'est quelque chose d'assez saisissant. C'est-à-dire qu'il existe sous la ville tout un réseau, c'est-à-dire comme ça qu'il s'intitule, un réseau, qui permet, bien sûr, comme l'hiver, d'avoir une déambulation différente sur une strate différente de l'espace et du territoire de la ville. Et c'est quelque chose qui, toute cette semaine, au fur et à mesure de mes promenades, m'a pas mal intrigué. Et je vais essayer d'évoquer tout ça et d'avoir une petite réflexion autour de la déambulation. L'idée de navigation appliquée à la connaissance, c'est une invitation à prendre le large, mais ce qui compte en premier lieu, ce n'est pas tant l'inventaire du savoir, c'est la marche, le mouvement de la connaissance. C'est cette même idée d'ouverture, de l'action de l'usager comme constructeur de ses propres connaissances que l'on retrouve dans la substitution de navigation à lecture pour désigner l'exploration numérique. Mais si la navigation s'applique bien au savoir, la déambulation, terme que je lui préfère, paraît plus adapté aujourd'hui à ce qui est en jeu pour moi avec la littérature numérique qui transforme la question littéraire et la déplace sur des problématiques qui lui étaient traditionnellement extérieures ou marginales. Une manière d'avancer dans la lecture, de mettre, comme j'essayais de le montrer hier avec les lignes de désir, de mettre le texte en marche. La forme la plus répandue, la plus populaire du texte, c'est le roman. Le récit interactif, lui, est éclaté. Il remet en question la linéarité traditionnelle du texte. Le passage du livre à différentes formes d'interface numérique offre au lecteur comme à l'auteur, qui deviennent acteurs agissant non comme des machines, mais de manière libre et autonome, d'inédite et singulière approche du récit et de lecture du monde. Quand je marche dans la rue, mais c'est une expérience qu'on fait tous, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce à quoi on pense, toutes les sensations, les souvenirs, ce que j'essaye de mettre en avant dans mon projet des lignes de désir, tout ce qui nous entoure, présent et passé, est sans arrêt autour de nous, visible et parfois, comme c'est le cas dans la ville souterraine, invisible quand on est à l'étage au-dessus. Le numérique ne fait que révéler et mettre en forme ce phénomène dans des formes, on l'a vu avec les dispositifs dont vous parliez tout à l'heure, des formes variées d'apparition, lui donner corps. Et si nous, en tant qu'artistes, nous ne faisons rien d'autre, nous n'essayons pas de transformer ce à quoi il sert originellement, une carte pour Google Maps pour nous repérer, pour trouver une direction, un moyen pour échanger, discuter avec les mails, forcément il nous imposera ses formes, ses règles et ses contraintes. Donc c'est des choses que, à titre personnel, dans le cadre des ateliers que je peux mener à Sciences Po, j'ai essayé de faire avec les étudiants de première et deuxième année, à la fois sur Twitter et à la fois sur Street View. Donc on a mené des ateliers régulièrement depuis 5 ans en essayant à la fois de faire des ateliers d'écriture et d'utiliser, de déformer, de détourner Twitter et Street View à chaque fois dans différentes approches. Pour Twitter par exemple, on a essayé de voir comment Twitter pouvait être considéré comme un livre.
en imaginant que chaque personne qui a un avatar, un compte, est comme un personnage d'un récit, et en essayant avec le nombre des étudiants qui étaient dans le cours à raconter une histoire tous ensemble et à faire que cette histoire qu'on racontait ensemble se transforme en fonction de qui suivait qui. Donc chaque personne était un personnage, et à mesure qu'on le suivait, l'histoire qui racontait entrait en interaction avec les autres personnages qui le suivaient ou qui ne le suivaient pas. Ce qui était intéressant, c'est que, comme vous l'avez montré avec ce que fait Jean-Pierre Balp sur Facebook, c'est que c'est à la fois quelque chose qui s'intègre dans un dispositif qui est normé, qui a ses contraintes, et qui du coup joue sur quelque chose d'invisible, de complètement, la plupart des gens n'ont jamais vu ce récit, et qui pourtant interrogeait complètement la forme contrainte, au-delà même des 140 caractères, qui déjà est une grosse contrainte, mais de la forme de ce que le récit peut, comment le récit peut apparaître en fonction de, moi ce que j'expliquais aux étudiants, c'est imaginez vous enlevez d'une pièce de théâtre un des personnages, vous ne le suivez plus, qu'est-ce que ça transforme du récit, qu'est-ce que ça transforme de la pièce de théâtre, et ça c'est quelque chose qui est assez intéressant à montrer, mais à le montrer dans l'atelier, dans l'écriture, et pour que les étudiants puissent le voir concrètement. Pour arriver à raconter une histoire avec une forme aussi contrainte que Twitter, et c'est là que je vais revenir sur la déambulation, j'utilisais une phrase de Claude Simon qu'on interviewait en lui disant « Mais comment vous trouvez ce que vous racontez dans vos livres ?» Et il disait la solution, donc des jeunes viennent me voir pour me demander des conseils, je leur dis « Descendez dans la rue, marchez pendant 100 mètres, revenez chez vous et essayez de raconter tout ce que vous avez vu, senti, remémoré ou imaginé pendant ces 100 mètres. Vous pouvez, avec ça, faire un livre énorme. » Tout le monde n'est pas Claude Simon, mais quand même. Ce que l'on voit en marchant, ce que l'on perçoit dans ce mouvement ambulatoire, cette déambulation, parole errante, dire le flot des passants, les mots courants sous le flux des images, la ville qui défile sous nos yeux par à-coups, brusque déplacement en fragments décousus, dans ce décor citadin si discontinu, petit bout par petit bout, c'est un détail à partir de là, une suite d'émotions, d'échos fugitifs et de corps fuyants. C'était le but du récit, et c'est ce que nous avons essayé de faire dans ces ateliers. De la même façon, on a travaillé sur un détournement de Street View en essayant de partir de l'idée de la carte, qui est elle-même un récit, et de voir comment Street View pouvant montrer donc les vues, bien sûr, photographiques à 360 degrés, et voir comment, en redécrivant ces paysages, qui en plus, à partir de maintenant, depuis plusieurs années, se stratifient, c'est-à-dire qu'on peut avoir dans un même lieu plusieurs époques les unes sur les autres, comment, à partir de la description et de la description de ces états de lieux, on pouvait arriver à inventer une autre ville à partir d'une carte qui était censée représenter la ville. Donc toujours avec ces décalages intéressants. Je ne vais pas revenir sur l'Esvenir, Servan et Marcello en ont parlé hier, mais c'est aussi un travail qui essaye, à partir de Street View, de proposer une approche, un décalage à partir de ce que Street View nous impose comme vue du monde. Alors j'ai dit tout à l'heure que le mot de départ que je reprenais de Benoît, c'est la rubrique que j'utilise sur mon site. Ça s'appelle « Au lieu de se souvenir ». Et en fait, c'est extrait d'un texte d'un auteur qui est en fait un informaticien et qui fait des photos, qui s'appelle Karl Dupost, qui est de Montréal, mais qui vit au Japon depuis des années, et qui écrit des choses très très belles, que je vous invite à découvrir sur un site qui s'appelle lagrange.net. Et donc cette rubrique où
je collecte toutes les recherches autour de Street View, des détournements d'artistes, d'auteurs, d'écrivains. Je l'ai mis donc dans cette rubrique avec ce titre-là, parce que voilà, il avait écrit quelque chose d'assez beau, me semble-t-il. La transmission du lieu implique la narration, qui elle-même prend corps dans la voix des hommes. Nous n'étions pas là, nous n'avons rien à transmettre, nous ne pouvons plus recevoir. Les voix sont éteintes, les histoires ont été avalées, et avec elles, les mémoires. Au lieu de se souvenir, il nous reste l'empreinte numérique qui disparaîtra un jour de ces histoires semi-figées d'un passage dans une ville. Alors, comme il faut que j'aille vite, je vais essayer de terminer. Par rapport à cette idée de reprendre en main ces logiciels qui nous imposent leur vue, et, une phrase que j'aime beaucoup de Julio Cortázar, qui dit « L'écriture est un acte révolutionnaire dans la mesure où l'on ne peut transformer l'homme qu'en transformant ses instruments de connaissance. » Et je voudrais terminer en évoquant l'invention de Morel. Comme ça, je vais avoir évoqué mes trois grands figures tutélaires argentines, que sont Cortázar, Borges et maintenant Bioy Casares. Donc l'invention de Morel, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Oui ? Non ? Alors, l'invention de Morel, donc, c'est l'histoire d'un prisonnier qui s'est échappé et qui arrive sur une île déserte, en tout cas qu'il croit déserte. Il passe plusieurs jours dans cette île déserte et puis tout d'un coup il s'aperçoit qu'elle est habitée. Donc il a un peu peur, il se cache au début, il entend des voix, il s'approche progressivement, voilà. Et puis il se rend compte que les gens qui habitent sur cette île reproduisent régulièrement les mêmes promenades, les mêmes paroles, les mêmes gestes. Et donc, à l'affût, il essaye de comprendre ce qui se passe. Et en fait, il se trouve que un savant, donc Morel, a fabriqué une machine qui a permis d'enregistrer un moment d'une vie, ce que ce prisonnier échappé sur l'île découvre. Et en découvrant cela, il tombe amoureux d'une des personnes, qui s'appelle Faustine, et la seule solution qu'il trouve, c'est de casser la machine en s'intégrant à l'intérieur de l'histoire pour que, à l'infini, il transforme l'histoire et il se pose à l'intérieur. Et je trouve que j'aime beaucoup l'idée que, voilà, on peut arriver à rentrer dans la machine et à essayer d'en changer le récit qu'elle nous impose. Alors, vous me direz, mais comment ? Est-ce qu'il y a des exemples ? Est-ce qu'on arrive effectivement ? Et juste une dernière petite chose pour vous dire que, en tout cas, il y a des pistes. J'ai lu assez récemment sur le blog Affordance Info d'Olivier Herchette, il évoquait l'anecdote d'un jeune homme qui souhaitait assister à un concert de rock à Manchester. Non, je ne sais plus. À Manchester. Non, pas à Manchester. Ouais, bon, c'était avant. Hein. Il était refoulé par. Voilà, il voulait aller dans le carré VIP, il est refoulé par les vigiles. Et il trouve l'idée d'utiliser son ordinateur, d'aller se connecter, d'aller sur la fiche Wikipédia du groupe et de recomposer l'histoire du groupe en mettant une relation de filiation avec un des membres du groupe. Il valide et il va voir le vigile en lui montrant le compte Wikipédia. Et tout d'un coup, ce qui est normalement totalement virtuel, mais qui est quand même une encyclopédie, lui permet de rentrer dans le carré. C'est ça qu'il faut faire. Voilà. Voilà, ok. Désolé. Écoutez, merci Lucas. Peut-être pour entamer cette discussion, faire une très brève et succincte synthèse de ce que vous avez raconté. Je pense qu'il y avait au moins 3 termes qui, pour moi, apparaissaient centraux. Ceux de contrainte, d'évolution et de repère. Alors, contrainte, évidemment, la contrainte des dispositifs sur l'écriture.
hein, qu'on cherche en fait à développer des parcours synchronisés ou des parcours géolocalisés, qu'on utilise des plateformes de blog ou des plateformes d'écriture, qu'on cherche en fait à faire du montage ou même du code, comme Boris, tu le fais. Il y a quand même donc en fait des contraintes d'écriture qui sont extraordinairement qui viennent des dispositifs eux-mêmes. Donc, je pense que d'une part, cette idée des contraintes elle est tout à fait centrale. L'autre, c'est peut-être à mi-chemin entre en fait le rapport au dispositif et le rapport en fait à la vie, c'est l'évolution. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on écrit de telle façon en 2007, ce n'est pas parce qu'on a tel projet d'écriture qu'on va maintenir les données initiales d'un projet sur une longue durée. Et donc, évolution, bien sûr, des projets d'écriture. Je pense qu'avec Benoît, on voyait très bien comment l'évolution se faisait, mais même avec Yannick aussi, où c'était presque... Bon, j'ai essayé ça, et ensuite j'en essayé. Après ça, j'ajoutais des contraintes, en fait, d'un projet de parcours à un autre. Même chose avec vous deux aussi, où l'écriture ne reste pas telle qu'elle, mais évolue avec, bien sûr, donc les projets de vie, mais aussi les modifications des dispositifs eux-mêmes. Donc, les mises à jour des logiciels, la disparition des logiciels, l'apparition de nouveaux logiciels ou alors de nouvelles formes, de nouvelles plateformes, font en sorte que, on ne peut pas, comment dire, il n'y a pas une seule, il y a un ajustement préalable peut-être qui est établi, mais cet ajustement-là, il est soumis à toutes sortes d'équilibres, toutes sortes de transformations. Que ces transformations-là soient liées au dispositif, à leur transformation, ou encore, en fait, à la vie, à ses aléas, ces transformations et en fait ces projets. Le troisième élément aussi, peut-être celui des repères. J'ai eu l'impression qu'elle avait à la fois, dans la question de la géolocalisation, dans la question de la déambulation, dans la question aussi des lieux investis et d'une certaine façon de la vie, et la recherche de repères, et en même temps aussi la perte de repères. Donc il y avait ce rapport-là entre trouver une forme, trouver un lieu, et par la suite voir ce lieu fuir, se transformer, n'être plus celui qu'on croyait qu'il était. Et de cette façon-là, d'une certaine façon, il y a ce rapport aussi au repère. Donc je pense que ce que j'ai entendu en fait de vos 4 interventions, c'est bel et bien un lien entre contrainte, évolution, repère. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que quelqu'un veut enchaîner sur cette brève synthèse faite au fil de l'eau? Boris, peut-être? Oui, juste 2 mots, mais c'est vrai que, bizarrement, sur cette idée de contrainte, j'ai dit très rapidement tout à l'heure, mais dans les années 90, quand ces outils apparaissent, moi j'ai plutôt eu l'impression, plus que d'une contrainte, de possibilité. Ouais. Et c'est ça qui m'a mené justement de me demander comment je pouvais prolonger le cinéma dans d'autres outils. Après, évidemment, qu'ils sont contraints. Mais il y avait quand même, au début, c'est pour ça que je parlais de joie, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de plaisir assez étrange de pouvoir s'approprier des outils, de les détourner. Je me souviens que sur Photoshop, la première chose que j'ai faite, ça n'avait rien à voir avec de la retouche d'image. C'était assez, c'est ça moi qui m'intéressait pas mal à ce moment-là. Sur cette idée d'évolution. Alors ça, c'est effectivement quelque chose qui est très fort, qui est permanent. J'ai parlé aussi tout à l'heure du fait qu'il fallait maintenir les choses, et on sait qu'on perd sans arrêt. Il y a à la fois un énorme archivage et de la perte en même temps permanente dans cet univers numérique. Et c'est quelque chose que j'aime bien dans le sens où cette idée que moi, venant du cinéma, au départ, il y a quand même un fétichisme de l'objet qui est très fort. C'est-à-dire que le film argentique, une fois qu'il est dans sa boîte en fer, il faut qu'elle soit bien fermée, on la met sur une étagère. Il y a quelque chose de très concret. Voilà. Et avec le numérique, il y avait un détachement. On avait l'impression qu'on pouvait le perdre à tout moment, que ça pouvait éventuellement ne plus marcher. Quand on présentait quelque chose, peut-être que ça n'allait pas marcher ce jour-là, etc. Et en fait, pour moi, ça fait, en se détachant de l'œuvre, on s'approchait plus de la vie, justement, c'est-à-dire que l'œuvre nous accompagne dans la vie, dans quelque chose qu'on perçoit intuitivement, et que ça déplace, du coup, on sort de l'objet plus pour aller vers le sujet et vers le soi, vers l'en-soi, et c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse dans le numérique, dans cette idée que, voilà, il y a plus dans l'accompagnement plutôt que dans un objet
bon, d'autres, on ne sait pas très bien s'il marche ou pas et s'il va rester ou pas. Yannick ou oui, Yannick? Ben, au fond, par rapport aux contraintes, c'est sûr qu'il y a toujours des configurations spatiales qui font qu'il y a une réalité, il y a des effets qui se produisent. Donc c'est sur ça, c'est à partir de ça que moi je travaille en tout cas. Il y a aussi le fait de l'intérêt aussi de faire des parcours sonores, c'est qu'il y a une certaine liberté de pouvoir agir là où on veut, comme on veut, dans le sens où il n'y a pas besoin de demander des autorisations d'image, parce que moi j'ai des micros dans les oreilles, des petits micros discrets. Je peux intervenir très, très rapidement dans le réel, puis je peux construire au fond une nouvelle réalité sur quelque chose qui est existant sans que de la manière dont je peux faire dire au lieu ce que j'ai envie de dire en fait. Et par exemple les femmes handicapées, elles avaient une parole, et cette parole elle existe. Et quand on fait le parcours, au fond on se rend compte de certaines réalités qu'elles vivent, et c'est une prise de parole sur le lieu au fond. Par rapport au numérique aussi, on parle souvent de numérique qui disparaît parce que les programmes sont obsolètes, mais aussi le numérique révèle des micro-événements dans le sens où, par exemple, quand on fait un film, et moi j'ai fait aussi des vidéoguides, quand on refait le parcours avec un vidéoguide, on voit que des choses ont changé. Et s'il n'y avait pas le vidéoguide, on ne pourrait pas percevoir ces changements. Donc il y a un peu aussi cette idée que le numérique, même s'il devient obsolète, il peut quand même faire éveiller ou porter attention sur des choses qu'on ne voit pas. Ouais, peut-être pour enchaîner là-dessus, c'est ça, je pense que des projets notamment qui portent sur le territoire, le texte ou l'usage même du dispositif n'est pas une finalité en lui-même, au sens où si j'écris sur le web, c'est pas tant pour que les gens investissent le web, c'est plutôt pour dire, est-ce qu'on peut rediriger notre regard vers quelque chose qui nous touche quotidiennement, quelque chose qui nous touche corporellement, quelque chose qui vient éveiller notre attention et qui vient nous faire réfléchir à notre façon d'habiter le lieu, à notre façon de le parcourir, à notre façon de rester étonné et donc profondément humain. Il y a cet artiste-là et sociologue et c'est un peu un couteau suisse qui s'appelle Christian Nold, qui a fait des cartes qu'on pourrait dire des cartes d'émotion, à la limite des cartes psychogéographiques. Il y a entre autres un projet là, qui s'appelle Sensory Deprivation Map. Donc, ça, vous pouvez aller sur le site du laboratoire NT2, il y a des fiches là, qui ont été faites, parce que je ne sais même plus si son site est accessible. Mais l'idée, c'était de convier des gens de certaines communautés, donc vous pouvez rassembler 25, 30, 50, 100 personnes, pour jaser justement de problèmes qui touchaient la communauté, que ce soit des problèmes d'urbanisme, que ce soit des problèmes d'itinérance, etc. Comment est-ce qu'on peut trouver des solutions? Et puis, il invitait les gens à faire des parcours en enregistrant d'une part leur réflexe psychogalvanique, donc à savoir la conductibilité électrique de la peau. Donc c'était une réponse émotionnelle en fait au lieu. Et puis par la suite, ils reprenaient les coordonnées GPS qui avaient été recueillies avec ce dispositif-là en fonction des pics de réaction en fait face au lieu, puis ils recueillaient des témoignages des gens. Donc en leur disant à tel moment, il y a quelque chose qui s'est passé, est-ce que tu peux m'en parler? Puis justement, c'est une façon de collecter des données sur leur environnement, de peut-être répondre à des besoins qui étaient insoupçonnés pour des communautés. Donc je pense qu'il y a justement, Boris en parlait, le numérique est là pour nous accompagner d'une certaine façon dans notre vie. Je veux dire, ça n'en est pas complètement détaché. Je veux dire, le numérique participe de notre vie. Je veux dire, je pense qu'il faut juste accepter le fait que c'est pas du pur virtuel, là. Et donc, je crois qu'il y a cet aspect-là qui est très important, au-delà de considérations esthétiques, là, littéraires ou cinématographiques, etc. Je pense que c'est une manière où, disons, les dispositifs sont là pour faciliter la mise en relation et pas nécessairement au détriment d'un contact direct avec les gens. Moi, je m'attarde aux représentations du territoire, c'est pas parce que je veux rester loin, non, c'est justement pour dire, regarde, tu t'intéresses à ce lieu-là, on va aller marcher ensemble, puis on va jaser. Pour moi, c'est ça l'essentiel de la démarche, avant même d'arriver
un objet esthétique satisfaisant pour un lectorat qui, disons-le franchement, est à peu près inexistant. C'est pas parce que c'est des œuvres accessibles qu'elles sont lues. Puis on oublie souvent, c'est sur le web, tout le monde le lit. Non, c'est de la fiction, ça. Désolé. Oui, peut-être Yann. J'aimerais bien prolonger cette dernière réflexion qui me paraît absolument capitale. J'aimerais bien, c'est une question que je pose à vous quatre. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez en fait de cette idée de l'auto-édition sur le net. Est-ce que vous avez vu évoluer cela? Est-ce que vous-même, en tant que créateur, est-ce que vous ressentez la nécessité, bien toujours sur la même pratique, la nécessité disons, d'être accompagné, d'être épaulé, d'être soutenu par je ne peux pas dire des éditeurs, puisque il n'y a pas de fonction éditoriale traditionnelle sur le net, mais donc le besoin de vous rapprocher de certaines institutions qui puissent crédibiliser ce que vous faites. Quand est-ce que ça intervient dans votre pratique à vous? Je prends le crachoir ou Pierre? On a un petit peu parlé de François Bon dans la journée. Par rapport à cette approche, il aurait tendance à dire qu'aujourd'hui, son site, c'est son lieu principal de publication. Ce que tout le monde pourrait dire, c'est-à-dire c'est effectivement un site, c'est un endroit... Voilà. Alors lui, il le fabrique avec un logiciel qui s'appelle Spip. Toi, tu le fais avec plein de plateformes différentes. Chacun peut aborder ça. De Jonker le fait avec un site HTML, etc. Moi, ce que je crois, c'est que il faut quand même qu'on arrive... on peut être son propre éditeur, mais pour être éditeur, il y a un moment où il faut éditorialiser. Encore une fois... il faut amener une plus-value à ce qui est simplement quelque chose qui est utilisable par tous et qui du coup, on le voit avec certains blogs, si on ne transforme pas juste l'interface, le template de fond, le visuel déjà laissera penser aux gens qui vont venir sur le site qu'on a le même site, avant même qu'ils découvrent qu'effectivement il y a une différence avec le contenu. Donc il faut s'approprier ces outils-là, il faut les déformer. Ça, c'est déjà un peu compliqué. Et c'est ce qui fait que des gens comme De Jonker prennent de la hauteur parce qu'ils fabriquent avec l'aide d'autres personnes quelque chose qui leur est propre. Et c'est là où on devient, où on dépasse l'auto-édition, où on devient éditeur de son propre texte. Mais c'est en ajoutant, et c'est aussi ce que... des mots-clés et peut-être ce que j'évoquais avec la narration combinatoire, c'est aussi ajouter des sortes de playlists, aller rechercher des choses qu'on a écrites il y a longtemps, parce que tout ton travail qui est disséminé, par exemple, qu'est-ce que ça serait intéressant de mener un travail éditorial, enfin j'ai cru comprendre que c'était peut-être en cours, mais voilà, de pouvoir prendre, quelles que soient les plateformes diverses sur lesquelles tu as eu raison de le mettre, parce que tu l'as bien expliqué, c'était pour des raisons particulières, biographiques, etc. Mais arriver maintenant à en faire un objet réellement éditorialisé et du coup devenir un éditeur. Là, je sais pas si il y a aussi la fonction de sélection et de filtrage. Oui. L'éditeur, pour moi, c'est quelqu'un qui dit non. Oui, aussi. On commence par dire non, et je n'entends que des oui. Non, il faut un non, oui, non, je suis d'accord. Mais en même temps, si on voit la façon dont, par exemple, les blogs se sont développés dans un contexte littéraire, ce qui était fascinant, c'était de voir qu'il y avait des micro-communautés qui se constituaient au fur et à mesure que les blogs s'écrivaient. Donc, un auteur de blog, la fonction toute simple, la blogoliste, du blog roll en anglais, je l'ai traduit bizarrement, blogoliste en français, mais bon, permettait de voir apparaître des micro-communautés. Et dans le cadre de ces micro-communautés-là, il y avait du travail, une certaine forme de travail éditorial. François, bon, fonctionne.
Oui, tout à fait, mais on l'a vu en fait apparaître dans de multiples endroits dès qu'en fait il y avait un ensemble de blogueurs se constituaient de ces micro-communautés qui venaient déterminer de façon sommaire, parfois, de façon un peu plus complexe à d'autres moments. Des fois, ça devenait des projets collectifs. Au Québec, il y a eu un certain nombre de projets collectifs. Je pense à Poème Salle, par exemple, qui a fonctionné pendant au moins 2 ans. Peut-être plus, mais au moins 2 ans de façon assurée. Et ces communautés-là développaient leurs propres critères. Alors, bon, évidemment, on n'entend pas le non, on entend d'abord et avant tout le oui. Mais ce n'est pas un simple oui, tout passe, mais bel et bien un oui modulé par des attentes déployées dans le cadre même d'une communauté. Mais les institutions, c'est quoi? Sinon, soudainement, ces communautés-là s'établissent de façon beaucoup plus importante, finissent par avoir un financement, finissent par déterminer des critères. De partir de maisons d'édition, je connais au moins 7, sinon 8 maisons d'édition d'amis qui ont commencé ces 20-30 dernières années. Ben là, quelqu'un s'est établi en éditeur. Ben, il n'y avait pas de formation, il n'y avait rien d'autre que son goût de partir un blog, mais ça n'existait pas, donc une maison d'édition. Mais graduellement, au fur et à mesure que ça évolue, évidemment, ben là, les critères s'affinent, les paramètres se déterminent de façon beaucoup plus précise. Et ce qu'on voit avec le web, très souvent, c'est le point de départ, en fait, de micro-communautés qui viendront, à terme, se constituer. Donc, le non s'en vient. S'il n'est pas là, le non est à venir, mais le oui est en train de se complexifier. Un des éléments dont vous n'avez pas parlé, en fait, on en parlait un peu avec le projet sur Facebook là, d'Alexandra, c'est cette idée du détournement. Et j'aimerais peut-être un peu vous entendre sur cette question du détournement, parce que je vois bien comment, et l'un et l'autre d'entre vous, vous avez quand même vous êtes à la limite d'être dans des formes de détournement ou de réappropriation, comme tu en fais beaucoup avec sur Luminaire, et tu fais un travail évidemment là, de déambulation, de travail avec des étudiants, des ateliers de création. Il y a aussi un travail de réappropriation à la fois d'une expérience urbaine, d'un processus d'écriture, appropriation aussi, pas réappropriation, mais appropriation de stratégies de publication en ligne. Oui, ben par rapport à ça, en fait, là on parlait des blogs, mais les blogs, aujourd'hui, l'essentiel de l'activité s'est déporté sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc il y a quelques résistants, il y a quelques communautés qui continuent, et tant mieux, mais tout ça s'est déporté sur les réseaux sociaux, avec des contraintes différentes, avec des relations différentes. Donc forcément, si ce qu'on souhaitait dire sous une forme qui était celle du site, voire celle du blog, on transforme la forme, il y a un moment où on est obligé on se sent mal à l'aise, c'est-à-dire on ne se sent pas forcément bien dans l'espace qui nous est proposé. De la même façon qu'un blog, il fallait le transformer. Les réseaux sociaux, il y a un moment, il y a quelque chose de fascinant, parce qu'effectivement, le monde entier est là, mais en même temps, une invisibilité, parce qu'on n'est rien dans l'immensité. Donc il faut se réapproprier ça de la même façon que dans la ville, dans la foule, on est un individu qui ne compte pas. Donc il y a un moment, pour arriver à trouver sa place, ça se construit. Voilà. Donc parfois par le détournement, parfois en cassant les choses, parfois en disséminant des informations, parfois... il y a plein d'autres possibilités. Ouais, peut-être pour revenir sur la question de Yann, et puis ensuite enchaîner sur la question que tu poses, Bertrand. Tu sais, par rapport au milieu de l'édition traditionnelle, moi je fais partie d'une génération qui me dit, je fais d'abord dans le numérique, puis après ça, si je publie papier, tant mieux. Mais c'est pas un but visé. Si je travaille sur la réécriture d'un recueil présentement, c'est parce que là, je fais affaire à un autre dispositif. C'est parce que je veux justement créer une totalité. Alors que ce que je fais sur pourquoi j'investis le web, c'est parce que justement, j'ai cette possibilité-là de me disséminer, d'aller chercher autrement un lectorat qui reste toujours infime et toujours très fuyant. Certaines personnes, par exemple, vont commencer à suivre le projet Dérive
vont ensuite l'abandonner, vont revenir un an plus tard. Je veux dire, on arrive quand même à pister ces mouvements-là. Mais c'est ça, il y a eu ce déplacement-là vers les réseaux sociaux qui fait en sorte que, en tout cas, du moins moi de la façon dont je l'utilise, et notamment pour le projet Dérive, parce qu'il y a une espèce de logique publicitaire, je dirais. Benjamin disait que la dernière forme du flâneur, ça va être l'homme sandwich. On est un peu ça sur les réseaux sociaux. Quand on utilise un mot-clic, je veux dire, c'est pas pour rien, par exemple, que quand j'utilise le hashtag, quand je veux identifier la rue Ontario, j'utilise le hashtag simplement Ontario. Parce que là, je vais chercher aussi un bassin de gens qui s'intéressent à la province ontarienne. Même chose pour les quartiers. Bon, il y a la rue Maisonneuve, il y a aussi le quartier Maisonneuve à Montréal, c'est aussi un personnage historique. Donc, tu sais, toute cette importance-là de l'odonyme, du toponyme, la mise en réseau fait en sorte qu'on n'identifie pas un point, mais bel et bien une stratification, comme il y en était question tout à l'heure. On va chercher un bassin beaucoup plus grand. Et en même temps, ces gens qu'on va attraper là, un peu comme ça, par la bande, comprennent très bien que, ça ne s'adresse pas à moi. Et donc, il y a un peu ce détournement-là, en fait, du mot-clic, du repère. Je vais parasiter un peu ta recherche dans ton TweetDeck ou dans ton... Donc, il y a un peu ça. Donc, je crois qu'on est fondamentalement des hommes sandwich. Et puis, peut-être pour revenir à une citation dont je voulais témoigner, ou des femmes sandwich aussi. Mais bon, là, c'est des personnes sandwich. Des personnes sandwich, oui. Jean-Christophe Veillé disait dans la phrase urbaine, la ville flânée est un tissu de connexion infini dont le flâneur n'est que le sujet provisoire. Et dans ce mot-là, provisoire, ce que j'entends, c'est non seulement quelque chose de temporaire, mais c'est aussi la provision. On fait des réserves de quelque chose. On essaie de transmettre, donner un petit souffle supplémentaire au lieu, tout en sachant que ça va être éphémère. Si on ne l'entretient pas, si on n'est pas justement présent en quantité et en qualité, vous me direz, si on n'est pas présent en quantité dans l'espace des flux, on n'est pas capable justement de ralentir ce flux-là. Et l'usage du mot-clic, ça offre un ralentir. Je veux dire, c'est un peu ça le moteur de recherche, on veut accélérer les choses, mais bon, en se greffant à des mots-clics ou des éléments de recherche qui n'ont pas tout à fait rapport avec ce qu'on va nécessairement chercher, ben, ça permet de justement se disséminer, de disperser, de permettre à d'autres gens de dériver, de s'insérer dans d'autres réseaux aussi. Donc, autant en tant qu'auteur qu'en tant que lecteur. Juste avant de laisser la parole à Alexandra, sur cette question des blogs, il y avait une énergie extraordinaire. L'impression, c'était qu'on avait le droit à une révolution par le biais des blogs. Tout le monde allait pouvoir prendre la parole et puis il y avait une effervescence, il y avait une énergie là. Et pour moi, j'ai eu l'impression que les réseaux sociaux sont venus faire avorter cette révolution des blogs. Je trouve que les blogs se sont trop rapidement écrasés. Mais ce que j'ai trouvé extraordinaire par la suite, c'est de voir que cette énergie-là, qui est l'énergie littéraire fondamentale, les gens veulent écrire, veulent s'exprimer, là, ils ont juste commencé à parasiter Facebook, à parasiter les réseaux sociaux. Donc, cette énergie qu'on retrouvait dans les blogs, on a commencé à la retrouver malgré dans Facebook. Facebook détourné, Facebook, le lieu d'un investissement qui est autre que l'investissement normal, usuel d'un réseau social. Juste une petite remarque, je suis entièrement d'accord avec ta métaphore de l'homme ou de la femme sandwich. En revanche, ce qui change par rapport à ce job-là, c'est qu'en plus, on fait ça gratos. Alors que l'homme et la femme sandwich sont quand même payés un petit salaire, mais enfin quand même. Et en fait, c'est vrai que là où je veux en venir, c'est que quelque part, tu tournes un peu autour du pot aussi. Tu vois, en fait, on est tous un peu frileux par rapport à cette question fondamentale aussi, qui est celle d'une reconnaissance liée aussi à une rémunération. Et en fait, c'est très intéressant de voir comment, du coup, dans le milieu de la littérature numérique, la reconnaissance se construit, du coup, à travers d'autres formes de rémunération. Et l'une de ces formes, c'est justement, on l'a un peu évoqué aussi, mais comme ça, en sourdine, c'est l'atelier d'écriture. Voilà, c'est en fait,
lorsqu'on propose à un auteur de mener un atelier d'écriture, c'est une forme aussi de reconnaissance de son travail. Ouais. À ça, excusez, j'ai l'impression de monopoliser un peu le micro, mais à ça, je vais dire, tous ici, on est une gang de privilégiés. Donc, tu sais, la question de la rémunération relative à l'écriture, pour moi, ça se pose plus ou moins. Au sens où, je veux dire, j'ai un job qui me permet de gagner ma vie, et puis, si après ça, bon, ça me permet de toucher une petite somme de temps en temps, ben, tant mieux, ne serait-ce que par un atelier d'écriture, une exposition photo, etc. Bon, ça c'est étrange parce qu'on ne sait jamais comment me présenter. Là, Comment? Oui. Lecture publique. Donc, oui, mais sauf hier, oui, parce que bon, voilà. Mais inscrivez-vous à Bleu Orange. Mais en cela, je dirais que tu parlais tout à l'heure Alexandra, du plaisir du dispositif aussi. Et puis, par exemple, tous ces sites-là, ces blogs-là, c'est sûr que par la force des choses, c'est lié à des réseaux universitaires parce que la plupart, puis c'est un peu ça, hein, la littérature numérique, on s'en cachera pas, c'est d'abord des réseaux universitaires. Donc, il ne faut pas se cacher, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un projet, par exemple, comme Dérive, je me souviens au début, puis encore aujourd'hui, là, en fait, c'est plutôt les institutions universitaires qui nous courent après, et puis on essaie de fuir en effaçant nos contenus au fur et à mesure. On a une volonté justement de se détacher de l'institution et de dire on n'est que ou presque dans le plaisir, au sens où c'est un plaisir d'être ensemble qui se manifeste. Et ce plaisir-là d'être ensemble ou de communiquer, d'échanger, hein, on a dernièrement un retour un peu de ce mode épistolaire-là dans les dérives qu'on avait un peu oublié parce qu'on était tellement absorbé par notre propre archivage. On se dit, ben, laissons ça justement aux universitaires qui se cassent la tête. Eux sont payés pour. Et puis, nous, on va juste continuer à faire des choses. Et puis, peu importe comment ça se dissémine, c'est pas à nous à suivre notre propre travail. Je veux dire, on en est conscient, on le vit, ce travail littéraire-là, ce travail d'observation-là de la ville. Et donc, je crois que c'est une relation un peu d'amour-haine. Hein. Je me souviens quand j'enseignais le karaté, je disais « Ah, les universitaires, hein. » Ça, c'était ceux qui regardaient dans leur manuel technique pour savoir comment faire un coup de poing. Non, tu pratiques, tu fais la chose jusqu'à que ce soit intégré, métabolisé. Et donc, c'est ça, il n'y a pas cette... Je ne crois pas que ça relève du travail des auteurs de faire l'archivage, de réfléchir nécessairement sur les questions de dispositifs, etc. C'est terrible de dire ça parce qu'on est dans un colloque qui, justement, pose cette question-là, mais il reste que la plupart des gens qui sont dans le domaine de la littérature numérique ont un job sur lequel se reposer aussi. Donc, je pense qu'il ne faut juste pas oublier cette part de plaisir-là qui est manifeste. T'sais. Justement, on se laisse un espace où ce n'est pas lié au travail, à l'institution. Et après ça, bon, si c'est récupéré, puis si on étudie la chose, on y voit quelque chose d'important, ben, tant mieux. Mais je pense que la gratification est là, sincèrement. Mais bon, c'est personnel. On pourra encore... la conversation pourra encore poursuivre, mais il est 17h30. Nous avons réservé au restaurant pour un repas à 18h. On avait choisi entre 21h et 18h. On s'est dit que pour nos amis européens, peut-être qu'avec le décalage horaire, 18h serait plus simple et plus agréable. Donc, écoutez, merci à vous quatre pour cette table ronde et pour vos interventions. Merci. Merci d'avoir